Fabrice Caillou, vous connaissez sans doute tous à peu près. Moi j'ai appris qu'il était docteur en neurobiologie, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce qu'on connaît par contre c'est son état d'entrepreneur fou, ou en tout cas avec tout de suite une première entreprise créée dès la thèse en poche, et puis une deuxième, une troisième, une quatrième. Et voilà, c'était dans le sens boulimique, exactement, c'était le terme que je cherchais. Et avec cette envie de transmettre aussi et de transmettre aux autres la culture start-up. Tu m'as confié également avoir fait un executive MBA ici à l'École supérieure de commerce pour valider ses acquis. Il l'avait prouvé sur le terrain en vrai, mais voilà, le fait d'avoir le diplôme qui correspondait. Et puis ça a peut-être été l'opportunité aussi pour finalement intégrer et rester dans cette école de commerce. Et aujourd'hui, diriger le Square Lab que tu as créé en 2014. C'est ça. Au sein de ce Square Lab et pour justement cette idée de transmission de la culture start-up, Fabrice, avec d'autres personnes qu'il évoquera sans doute tout à l'heure, a créé une méthode, le parcours culture start-up, et c'est ce qu'on va découvrir en images avant d'échanger tous les deux. Oui, et c'est vrai que ces deux personnes, elles sont là, elles sont à l'opposé de la salle. Il y a Manon là-bas qui a travaillé avec moi, qui a fait son alternance et qui a fait son sujet de mémoire sur ce parcours-là, et puis le chercheur qui est là, qui s'est mis... On est tous un peu chercheurs. Non, vous allez voir aussi ce qui a été justement l'intérêt de ce parcours, c'est de mêler un peu cette ambidextrie, on parlera encore une fois d'ambidextrie, la recherche, donc de la théorie, mais aussi de la pratique opérationnelle par rapport à ce que j'ai pu vivre, par rapport à ce qu'on a pu vivre avec Manon au niveau de toutes les rencontres qu'on a pu faire au niveau entrepreneurial, donc c'était observation aussi. Donc ça a permis en fait de faire quelque chose de très ambidextre et je pense assez riche, en tout cas qui mérite d'être débattu et partagé avec nous. Et bien regardons l'image. Un reportage de Alexis avec Cindy. Je suis arrivé dans le groupe ESC Clermont en 2013 pour structurer l'incubation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et très vite, donc, par cet accompagnement, on a pu être dans une logique d'observation des startups qui rentraient dans notre incubateur. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y a une inadéquation entre les demandes de ces porteurs de projets et l'accompagnement qui est purement peut-être exploratoire. Donc pour répondre à ça, on a mené des travaux de recherche avec mon collègue Emmanuel Bonnet. On a regardé ce qui se passait, à la fois d'un point de vue théorique et pratique. L'état d'esprit consiste à ne pas opposer d'un côté le monde de la recherche et de l'autre en fait qui serait le monde, on va dire, de la pratique. On doit à la fois explorer et exploiter. En fait, on a essayé de faire ce que l'on enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire on va partir du client, de l'utilisateur, et on va dire, vous entrepreneurs, c'est quoi vos besoins? Quelles sont vos attentes en termes d'apport de compétences et de connaissances? Ce parcours-là va être utile pour à la fois des personnes qui sont mises sur les incubés, mais qui sont entrepreneurs, mais aussi les intrapreneurs. Et pendant tout l'accompagnement, en fait, ça leur permet d'être très autonomes dans l'appropriation des outils parce qu'ils arrivent à trouver les outils qui correspondent à leurs problématiques de manière beaucoup plus facile. Culture Startup, c'est composé de 6 briques. Et la première brique, qui est, je pense, la plus importante, c'est la brique individu. Donc apporter une vision globale sur le mindset entrepreneurial. La brique d'après, c'est la problématique d'innovation ouverte et le travail avec les communautés. C'est de pouvoir connecter finalement l'entrepreneur avec des communautés locales. Travailler avec ces communautés pour comprendre le problème, leurs problèmes pour apporter la solution idéale. Une métaphore qu'on aime bien d'Olivier Bernasson qui dit que l'entrepreneur est un peu un couteau suisse, c'est-à-dire qu'il doit apprendre un peu à tout faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas le temps de devenir expert. La brique qui vient à la suite de cette logique de travail avec la communauté, c'est la génération d'opportunités. Comment on crée de la valeur, comment on propose de la valeur, et là, tout naturellement, viendra la solution. Ensuite, cette solution va naître un prototype, ou en tout cas un test. On va le lancer sur une logique de monétisation, bien comprendre les parties prenantes autour de l'achat. En fait, on va essayer de transformer l'utilisateur en client, qui nous permettra de faire ce qui se passe dans la 6e brique, qui est la planification, la présentation, pour rentrer sur les prévisionnels, donc les choses beaucoup plus classiques qu'on connaît bien, prévisionnel, plan marketing, business plan, sans oublier le pitch. Finalement, c'est comme une carte d'orientation, parce que ça permet d'avoir visuellement une carte de toutes les étapes à franchir. Le parcours culture startup est facilement transposable sur des logiques de formation.
On a 6 semaines en dernière année de programme master et les semaines correspondent aux différentes briques. On a un retour assez positif de ce parcours, d'autant plus qu'il n'est pas protégé au sens commercial, mais en tout cas on l'a déposé en Creative Commons, donc tout le monde peut l'utiliser. C'est tout ce qui se passe dans le secteur de l'innovation sur le territoire local et comment les différents acteurs de cette innovation interagissent les uns avec les autres. Alors toi d'abord, tu l'as dit, tu as cité les personnes qui étaient là en interne qui t'ont aidé, mais tu as aussi cherché des compétences externes, on va dire, sur le territoire. Il y avait 2 personnes que tu as nommées. Sur le territoire, je dirais même, on a essayé d'aller plus large que le territoire. Effectivement, dans cette notion de pratico-pratique et ce centrage client-utilisateur, quand on veut avoir affaire à des entrepreneurs, on va les chercher. Alors on a voulu aussi aller sur l'intrapreneuriat, donc la problématique des grands groupes qui ont des soucis de voir leurs managers se partir et créer leur boîte alors qu'ils voudraient les garder en interne. Donc on a été chercher d'un côté des grands groupes, et des grands groupes qui étaient très impliqués dans tout ce qui était entrepreneuriat. Donc on a travaillé avec la direction d'IPO Michelin, avec Marc Evangelista. On a travaillé avec le pendant Limagrin. On a travaillé aussi avec un grand groupe international qui s'appelle Dentsu Aegis, qui est le 3e groupe mondial de communication digitale. On a travaillé donc avec le directeur des opérations qui a développé une branche CEO, qui est aussi CEO consulting de la branche Dentsu. Donc il a aussi travaillé avec, je dirais, ce mode start-up pour l'apporter dans les grands groupes. On a travaillé avec Engie, à l'époque c'était Denis Tessier. On a travaillé avec le Bivouac, puisqu'on est aussi sur cette notion territoire et fort, d'être dans cette logique de chaînage autour de l'entrepreneuriat. On a travaillé avec Babymove aussi, avec les fondateurs de Babymove, donc là c'est plus la start-up. Côté grand groupe, alors la French Tech non, parce qu'elle n'était pas... Tu avais cité Olivier Bernassi. Alors Olivier oui, alors Olivier c'est le côté entrepreneur, c'est-à-dire on a donc les côtés des grands groupes et sur la casquette entrepreneuriat, on avait la chance d'avoir 2 amis de l'incubateur qui étaient donc proches de nous. C'était Olivier Bernassi, vous connaissez tous, donc pionnier du e-commerce français. Et une autre personne aussi qui s'appelle Gilles Chotela, qui est un diplômé de l'école, qui a créé en 2009 Sticky Ads TV, qui est une régie publicitaire de vidéos en ligne, qui a créé ça en 2009 et qui l'a revendu il y a 3 ans maintenant pour $100 millions à Comcast. Comcast étant la maison mère d'Universal. Donc il fait partie aujourd'hui de ces 20 start-upers à succès français. Donc il nous a aidé justement à concevoir, en tout cas à discuter autour de ce parcours, enfin de la naissance de ce parcours. Il nous a permis de l'accoucher parce que c'était quelque chose qui paraît assez simple quand on le voit sur l'image. Mais c'est quelque chose qui a été vraiment débattu pendant plusieurs réunions de travail, des focus group, donc avec toutes ces personnes-là réunies, avec les chercheurs aussi, avec Emmanuel, qui nous a permis de découvrir en fait plein de choses, de mettre cette brique première qui est vraiment très spécifique, on travaille sur l'individu, l'humain. On fait des choses intéressantes sur ça, ça nous aide beaucoup, voire énormément, à la fois à comprendre comment mieux accompagner les gens qui viennent nous voir, parce qu'ils ont tous des profils différents, donc il y en a qui sont capables de prendre des décisions super rapidement, d'autres qui sont capables de se structurer, à faire des plans super intéressants. Par contre, ceux qui n'arrivent pas à décider, il va falloir apporter un accompagnement un peu différent. Et alors justement, donc ça c'est les personnes où tu es allé chercher de la compétence et de l'expertise. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir comment tu le restitues à l'écosystème, avec en premier lieu les gens qui sont ici, les étudiants peut-être. Alors, comme vous l'avez compris, ce n'est pas un parcours que l'on a protégé au sens copyright. C'est vraiment du Creative Commons. Donc là, si vous le voulez, si vous voulez l'utiliser, l'expérimenter, l'améliorer, le modifier, il n'y a pas de souci. La seule contrainte, c'est qu'on ne veut pas vous en fassiez du business avec. C'est juste ça. Le Creative Commons, elle est là-dessus. Donc, si vous êtes dessus. Voilà, mais je sais bien. Mais on peut s'arranger. On peut trouver un moyen pour en discuter. Mais voilà, c'est vraiment cette volonté de partager. Et comme vous l'avez vu, ces 6 briques-là, c'est assez facile. Donc, il y a la partie individu, la partie, si je reste sur les 2 premières, la partie individu, innovation ouverte. Et en fait, on décline ces partages, on partage avec nos étudiants en formation initiale, en formation continue. Ce que vous avez vu, en fait, c'est très récent, la vidéo, c'était moi, avec Baptiste, c'était hier, c'était quand c'était mardi matin, donc sur le cours, en fait, qui décline, on suit, en fait, le parcours. On commence par l'humain, après on va dérouler sur l'innovation, donc des cours qui sont liés à ça.
Alors c'est pas réellement des cours au sens très théorique, c'est vraiment des cours très opérationnels. Donc on insuffle la méthode et puis derrière ils vont tout de suite faire. Ils travaillent tous sur des projets réels de création d'entreprise, que ce soit des intrapreneurs de Michelin, que ce soit des jeunes, ils sont mixés. Là aussi on fait attention par rapport au mixage, par rapport au profil. Et puis derrière donc, on déroule le cours. Alors ce qu'ils nous disent, le retour est intéressant, ils nous disent en fait ce qui est bien, c'est qu'on peut le voir dans les deux sens. Le cours où les ateliers avancent en même temps que le projet avance, ou inversement, le projet avance et en fonction, les cours avancent pour apporter au cours. Donc on est vraiment dans une logique de validation, en tout cas pour ces 2 dernières années, de ce parcours. On suit en fait. Et ce parcours-là, aujourd'hui, il est en 6 semaines, donc à peu près 1 semaine par brique, mais on peut le définir en 6 jours, on peut le définir voire même en 1 journée ou plus long. Donc c'est vraiment à géométrie variable par rapport à apporter les compétences nécessaires. Et justement, tu as parlé de projet, c'est aussi destiné aux porteurs de projets, peut-être incubés au Square Lab ou sans incubation, comment ça marche? Alors à tout porteur de projet, alors on essaie de le challenger aussi, on l'a challengé avec certaines startups qui sont déjà sorties et qui vivent bien leur vie, donc ils se reconnaissent en fait sur cette logique-là. Ils ont passé par toutes les étapes. Alors on ne l'a pas voulu linéaire volontairement, hein, c'est quelque chose de très itératif, c'est un peu comme le jeu de doigts. On peut faire quelques petits allers-retours. On peut faire des allers-retours. Et l'idée, si on pouvait, si vous avez des compétences même en 3D pour faire ça en 3D, pour essayer de rentrer n'importe où, ça serait génial. Mais on est en train d'y travailler. Donc du coup, ce parcours-là, quand un projet arrive, que ce soit très amont, que ce soit qui a commencé à travailler, très très vite, on essaie de le mettre face à ça et dire ok, parce que à chaque étape, il y a forcément des objectifs, vous l'avez compris, mais il y a aussi des livrables et des méthodes qui vont avec. C'est pas quelque chose de dire voilà, solution, menez-vous-toi à trouver une solution. On a aussi plein de méthodos, donc des outils qui vont permettre à trouver des solutions beaucoup plus créatives, etc. Donc on lui dit est-ce que tu as bien regardé toutes ces étapes-là, est-ce que tu as répondu à tous ces livrables? Et en fait, on se rend compte que c'est pas si bête parce que par exemple, on a un projet qui est arrivé très très aval, qui est arrivé ici, viabilité du projet. C'était un projet, c'était une plateforme collaborative, donc un ingénieur informatique qui venait d'une grande école d'ingénieur informatique parisienne, qui avait comme projet de faire une plateforme pour mettre en relation des personnes qui souhaitent entretenir leur tombe et des personnes qui pouvaient jardiner ou qui pouvaient aller faire ce service-là. C'est particulier, hein. En fait, il avait fait la plateforme, il avait fait une super étude de marché qui montrait qu'il y avait vraiment un intérêt pour, parce qu'aussi il y a une difficulté, un gros problème, c'est que si, je ne sais pas si vous savez, mais si vous n'entretenez pas vos tombes, en tout cas la concession, au bout de 5 ans, vous pouvez la perdre. Donc tout le passé familial au niveau des sépultures, hop, elle disparaît parce que la mairie peut prendre la concession pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc il y a une réelle problématique. Par contre, la viabilité, on s'est aperçu très vite que c'était très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, la plateforme collaborative, il faut faire énormément de volume. Et en plus, pour aller chercher ce volume, il faut aller acquérir un client. Et pour aller acquérir un client, quand vous êtes sur une logique d'entretien de tombe, on ne va pas faire du AdWords. C'est-à-dire, on ne va pas taper, il n'y a aucun mot-clé qui est tapé entretien de tombe. Donc il y a des grosses difficultés là. Il y a des difficultés aussi psychologiques, il y a une courbe de deuil, etc. Bon, bref, on s'est aperçu que ce n'était pas viable. Donc il avait fait tout ça, enfin, il avait oublié des choses. Donc on est remonté, justement, comme on l'a vu, on va essayer de resegmenter, retrouver, retravailler sur le problème, redéfinir exactement quel est le problème. Et on s'aperçoit que le problème sous-jacent de la plateforme collaborative, c'est que les gens ont oublié, ne veulent pas, c'est difficile, donc il faut aller trouver quelque chose de beaucoup plus près, malheureusement, de la mort, mais il faut trouver quelqu'un qui peut être attiré par le projet. Donc il faut proposer peut-être des services qui sont à ce niveau-là. Bon bref, après, la difficulté étant qu'il faut recommencer très très amont. Donc la personne a souhaité arrêter le projet, on se voit toujours très régulièrement, parce qu'un ingénieur informatique, développeur de ce niveau-là, il avait juste à faire ça pour trouver du boulot et bien mieux payé que ce qui est... Bon bref. Mais voilà un peu l'idée, et on en a plein d'idées comme ça. Les gens arrivent en fait, je vais donner un exemple très pratique d'une personne qui avait déjà créé, mais on voit arriver, c'est pour ça qu'il y a des ronds jaunes, on les voit arriver sur trois problématiques. Soit ils se disent, moi j'ai envie de créer une boîte. Je ne sais pas quoi encore, mais j'ai envie de créer une boîte. Donc on a le sens du jeune ou du moins jeune, on le voit, on peut le mesurer par rapport à... Ça c'est l'envie d'entreprendre. Ouais, c'est l'envie d'entreprendre. Et puis il y en a qui disent, moi je suis fait pour ça. Et c'est vrai, il y en a qui veulent vraiment entreprendre. Il y en a qui arrivent aussi avec la solution. J'ai une idée. Mon idée c'est celle-ci. Et en fait, celle qu'on préfère nous,
avec maintenant, et je ne pense pas qu'il y ait une contredise là-dessus, c'est ceux qui arrivent, qui nous disent j'ai constaté qu'il y a un problème ici. Alors est-ce qu'ils ont un embryon de solution? Très bien, mais s'ils ont bien défini le problème, là on se dit super. Et alors ça, à la réflexion, est-ce que c'est pas justement le profil un peu de l'intrapreneur? Celui qui a identifié dans son entreprise une problématique et qui a envie de développer quelque chose. Alors, c'est exactement ça. Alors après, au niveau intrapreneurial, là aussi, ils se retrouvent très bien parce que le mindset, le people, travailler sur l'équipe, c'est un gros besoin qu'ils ont parce qu'il y a une notion, quand on travaille avec des intrapreneurs chez Michelin, de leadership qui est fondamentale parce qu'il faut créer une équipe autour de ça avec des compétences un peu différentes. Et par contre, les difficultés qu'on voit au niveau intrapreneurial, on a beaucoup travaillé justement et on avait commencé, rappelez-vous quand je vous disais qu'on a travaillé avec ces grands noms, Michelin, etc. On a commencé sur l'entrepreneur. On voulait parler d'entrepreneuriat tout de suite. Et j'ai oublié Sopra Steria aussi. Pardon, j'ai oublié Sopra parce que Laurent Poussonnet, directeur de Sopra à l'époque, m'a dit Fabrice, c'est bien beau l'entrepreneuriat, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'intra. Je veux qu'on fasse un groupe, en tout cas dans ton travail, je veux qu'on fasse un groupe intrapreneur. On partait sur des choses qui étaient assez éloignées, que les intrapreneurs et entrepreneurs n'étaient pas forcément les mêmes. En fait, si, je dirais à 80%, mais il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est cette notion politique qu'il y a dans les grands groupes, et ça on va en parler déjà avec Fabien ou d'autres personnes, et c'est cette logique politique où on est dans un contexte hiérarchique avec des dirigeants, dans un contexte marché qui amène à avoir un comportement complètement différent. Et en tout cas, il y a des contraintes complètement différentes. Donc du coup, c'est des choses que l'on met bien en avant par rapport à des témoignages qui viennent d'entrepreneurs durant la semaine et apporter cette compétence supplémentaire. Mais ça veut dire que ce parcours, en fait, il peut s'adapter aussi bien à quelqu'un qui est novice, un étudiant, que quelqu'un qui a une envie d'entreprendre, que quelqu'un qui est déjà aguerri. Parce qu'en général, l'intrapreneur, il a déjà une expérience, une expertise. On l'a pensé en ce sens, oui. On l'a pensé en ce sens. Et encore une fois, la volonté, c'est qu'il ne soit pas... il est encore perfectible, qu'il ne soit pas figé, c'est qu'on peut rajouter des choses. Vous ne verrez pas, par exemple, ici, il n'y a pas de composante, par exemple, juridique. Mais le juridique, il est partout, en fait. On en parle avec les avocats. Il est vraiment transversal parce qu'on peut aller de la création au départ, d'intention, un petit peu de contractualisation de l'équipe qui se disent ok, on va participer à la création d'un projet, donc on contractualise tout ça en noir sur blanc, comment ça va se passer, jusque bien sûr au statut juridique, en passant par des contrats ou des options de licence, enfin plein de choses, donc un peu transversal au niveau juridique. Mais bon, on essaie de faire que ce soit le plus malléable possible pour que n'importe qui puisse utiliser. Oui, justement, moi je trouve ça intéressant parce que comme tu n'as pas mis de critères d'exclusivité, la dernière notion qui arrive, c'est qu'en fait ça peut aussi se transmettre à d'autres incubateurs, d'autres tiers-lieux sur le territoire, et c'est là que ça devient aussi intéressant on parlait tout à l'heure de connecter de différentes régions dans le monde, mais déjà de pouvoir échanger ça et de partager les bonnes pratiques avec d'autres structures. Exactement, en fait, déjà un incubateur c'est une institution un peu particulière parce qu'on est au carrefour de plein de choses. On est au carrefour du monde économique, du monde de la création d'entreprise, on est au carrefour de la formation et de la recherche. Donc on est un lieu assez privilégié par rapport à ça, et on est vraiment sur cette notion de lien sur le territoire. On a aussi partagé, je dirais l'incubateur, c'est pas une business unit qui doit faire du chiffre d'affaires comme un cabinet de conseil, c'est vraiment cette notion de lien. Déjà, on travaille avec Catapulte, avec Sébastien Pissavi, qui a adopté la méthode. On travaille aussi, on est en train de déployer des choses avec la compagnie rotative de Centre-France. Donc, on en parle aussi autour de nous. On va, j'espère, faire plein de choses à la rentrée qui vont encore essayer d'apporter du... Et justement, tu m'avais dit, alors je ne sais plus sur lequel des deux lieux que tu viens de citer, mais qu'ils ne l'appliquaient pas non plus stricto sensu, qu'ils avaient mis d'autres ingrédients dedans. Enfin, on peut justement l'adapter, le faire évoluer. C'est vraiment adaptable. Derrière, ça paraît statique comme ça, mais je vous disais, c'est sous les 6 briques, il y a vraiment un détail assez important sur les objectifs que vous devez avoir par rapport aux différents points, les livrables, les outils utilisés. Alors certains on les a développés, certains vous les connaissez, ça peut être des lignes Canvas, ça peut être des outils, des méthodes créatives que vous pouvez penser design ou des choses comme ça qui peuvent être adaptées facilement par rapport à cette notion de parcours.
Ce qu'on peut dire par rapport aux gens qui sont dans la salle, c'est que moi j'ai noté deux choses que tu avais dites, aussi par rapport à justement interagir et trouver d'autres expertises dans la salle. C'est un, si vous avez des compétences en 3D, ça il l'a dit. Et deux, si vous avez des idées, des suggestions peut-être pour mettre d'autres petits ronds dans la cartographie. Et puis peut-être, si vous avez des questions, ça peut être intéressant aussi là tout de suite de profiter de la présence de Fabrice et d'échanger sur le sujet. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Fabrice, dans tes expériences entre la partie entrepreneuriat et intrapreneuriat, est-ce que tu as pu constater ou pas des divergences qu'il pouvait y avoir entre des projets issus de grands groupes, par exemple, sans juger la raison, hein, et puis des caractéristiques qui seraient propres à l'entrepreneur proprement dit, avec des incompatibilités qui pourraient être liées au fait que le projet est plutôt issu d'un grand groupe, quelque chose comme ça. Je sais pas. Alors, dans la conduite du projet, pas réellement. Au sens technique du projet, de la gestion de projet, au sens exploitation, dire voilà, on va suivre, ça peut s'adapter à l'entrepreneuriat. La grosse difficulté qu'il y a, pour avoir suivi maintenant depuis 2 ans des entrepreneurs Michelin, il y a des choses qui sont assez confidentielles, mais la difficulté reste dans cette logique où tu es dans un grand groupe. Si le projet doit sortir, et il devrait sortir parce qu'il doit se déployer de ses propres ailes pour, si on est dans une technologie qui n'intéresse pas que Michelin et que cette technologie représente par rapport au marché global, Michelin étant pour 20% comme client et 80% c'est dans un autre secteur, logiquement, il faudrait le faire sortir avec toute la notion de capitalisation qu'il pourrait y avoir. Moi, je les ai connus dans l'industrie pharmaceutique où des Sanofi, à un moment donné, c'était plus stratégique pour eux d'aller sur l'antibiotique. Ils font une spin-off. Il y en a qui le font. Là, c'est une logique politique très interne. Je sais que Michelin, c'est compliqué ça, pour faire sortir les projets, alors qu'ils pourraient sortir et vivre de leurs propres ailes et capitaliser très très fort, quitte à avoir des méthodes juridiques pour dire ok, dans 5 ans, si tu dois revenir, c'est moi le premier qui dois regarder ton projet. Il y a cette notion qui est compliquée. Là, cette notion, parce que je pense que la notion principale par rapport à l'entrepreneur qui vole ses propres ailes, c'est que le bébé que je crée, j'ai des billes dedans. Donc psychologiquement, il m'appartient. Quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas un pourcentage de capital de la boîte que vous allez créer. En haut. Ou alors peut-être, si, il faut externaliser. Vous trouvez un moyen pour, mais c'est compliqué à ce niveau. Et on le voit, cette logique psychologique est très très forte d'attachement au projet. Et c'est assez rigolo d'ailleurs les retours qu'on a, quand je dis rigolo, assez intéressant d'un point de vue recherche, même on pensait faire des choses par rapport à ça, de voir le comportement des gens sur ces notions de, c'est pas... Ils se détachent en fait du projet, quoi. Et puis il y a le côté pratique aussi de la chaîne de décision qui est forcément plus longue. Ça c'est beaucoup plus long. Quoique c'est assez rapide. Hein. C'est long, mais... Ils arrivent, non, parce que ces projets-là intrapreneuriaux, alors ce que j'ai vu, ils sont assez proches de la direction. J'en ai encore aujourd'hui, ils voient vraiment très très rapidement, ou ils voient régulièrement les managers, mais pour les top projets, alors je sais pas après, ceux que j'ai, il y en avait encore hier qui étaient avec la direction, et oui, c'est des discussions qui peuvent être compliquées. Et il peut y avoir des retournements par contre très très vite. Entre une réunion et une autre, il suffit qu'ils aillent faire quelque chose qui emmène encore plus. La grosse difficulté, en fait, on se rend compte que les grands patrons sont comme nous, quelque part, ou même. Et quand on voit, par exemple, qu'ils voient que le projet est ultra intéressant à l'extérieur, parce qu'ils ont des retours par d'autres, ils se disent, mais il ne faut pas laisser partir ces pépites, quoi. Il y a une notion de mon enfant, tu restes à la maison, quoi. Alors que l'intérêt, ce serait au contraire. L'intérêt, oui, quand tu vas voir le potentiel, oui. En tout cas, moi, ça c'est perso. Mais quand j'ai vu le potentiel de certains projets, oui, l'intérêt, forcément, il faut qu'il vienne de l'extérieur. Une autre question ou un commentaire? Une envie de s'exprimer? Si je comprends bien, il y a une vraie différence entre entrepreneur et entrepreneur. Enfin, c'est peut-être la prise de risque personnelle que tu prends dans le projet. Alors, la prise de risque, aujourd'hui, on essaye, nous, on n'aime pas trop parler de risque. Il y a tous les travaux d'effectuation, les travaux de certains chercheurs qui ont montré en fait que alors on peut parler de risque, hein, mais tous les travaux par exemple de Sarasvati montrent que un entrepreneur, en tout cas ceux qu'elle a interrogés, c'est des gens qui ont très 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 bien réussi,
Donc il a interrogé une quarantaine d'entrepreneurs avec des profils de boîtes qui allaient de quelques centaines de millions de dollars à plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et les gars ne prennent pas plus de risques que n'importe qui. Ils sont sur des logiques de perte acceptable. Donc ils se disent, ok, moi si je dois si je dois créer une boîte, il faut que je sache combien de temps je vais y passer et combien je vais y mettre dedans. Ils ne prendront pas plus de risques que quelqu'un d'autre. On n'est pas sur cette notion de risque. On est beaucoup plus sur la logique d'incertitude, la gestion d'incertitude, parce que quand tu crées une boîte, surtout dans des secteurs où des produits n'existent pas encore, quand tu y vas, tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus. S'il y a une nouvelle réglementation qui arrive parce que tu déranges un peu trop certaines catégories de personnes ou certaines pans de l'économie, tu peux avoir une réglementation. Mais on n'est pas sur cette logique de risque. Je pense que la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils sont salariés. Et la difficulté, enfin en tout cas ce que je peux discuter avec les clients, c'est aussi de la notion de leadership parmi l'équipe. Parce que tu es chez Michelin, tu as le temps, tu n'as pas à la fin du mois à te dire il faut qu'on se dépêche. Là c'est plus dans cette notion de leadership au sens quelqu'un qui va vraiment pousser le projet parce qu'il y croit à fond. Avec toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir en disant mais je fais ça pour Michelin, je ne le fais pas forcément. Certes je le fais pour moi, mais je sais qu'à la fin ça peut être difficile d'avoir un peu de pourcentage du capital. Et puis avec une bonne méthode, tu prends le risque de réussir surtout. C'est un risque à prendre, mais que tu réussisses ou que tu réussisses pas, en fait, c'est acté dès le début. Donc tu sais très bien que si tu te plantes, c'est pas tes deniers personnels. Et dans ce sens. L'avantage, c'est de se faire plaisir dans des méthodes entrepreneuriales en interne. Si tu réussis, tu sais que ça restera un projet de l'entreprise. Mais après, si il y a quand même une satisfaction personnelle. C'est quand même un job super sympa. Même Paul qui a bossé dans ce cadre, c'est pas tout rose, mais quand tu as l'habitude de bosser dans un système qui est assez process, assez machin, assez truc, et que tu as cette opportunité de toucher, de goûter à l'entrepreneuriat, c'est quand même un truc qui te met un peu le feu. Après, juste pour rebondir sur la question que tu posais tout à l'heure, c'est la question du financement, c'est pour moi le plus gros écart qu'il y a entre l'intrapreneur et l'entrepreneur. C'est que là, tu as un budget, tu sais que sur X jours, tu as un budget à dépenser, tu réussis, tant mieux, tu vas plus loin, tu prends plus de budget, tu échoues, le projet s'arrête. Le projet s'arrête. Si tu es entrepreneur, ça te fait un peu chier. C'est parce que tu as mis tes sous. Ça impacte ta vie perso. Là, comme c'est pas tes sous, c'est toujours quand même. Il y a une notion qui est assez bizarre en fait, de jouer avec les sous de quelqu'un d'autre. Ça ils l'ont dit, oui. C'est par là que j'entendais. Ouais, ça ils l'ont dit. Après, les sous, on essaie. Des risques, oui, c'est des risques. Mais c'est pas, excuse-moi, je finis, c'est pas une prise de risque. La prise de risque, elle est hyper limitée en fait en tant qu'intrapreneur. Oui, mais derrière le risque, tu peux avoir le sentiment d'urgence justement. Quand tu es entrepreneur, t'avances. Paul, c'est pas la de risque, elle est d'autant plus limitée que l'entrepreneuriat versus l'intrapreneuriat. Les décisions quand tu es entrepreneur, tu en prends très peu en réalité. Toujours, dans l'entrepreneuriat, par exemple, avec des entrepreneuriats et sur la méthodologie, d'insister sur un truc, c'est l'IPO. C'est le highest paid opinion. En fait, ils ont essayé de mettre une démarche en place pour éliminer la highest paid opinion. Souvent, dans l'entrepreneuriat, c'est ce problème. C'est que finalement, tu es entrepreneur, mais ton manager a un avis à donner et il va prendre la décision, son manager a une décision. Et donc au final, ça dilue notre responsabilité. C'est vachement des responsabilités. Puis tu pivotes sans pivoter. Et puis tu pivotes sans vouloir pivoter. C'est ça, c'est ça, ils ont pivoté sans vouloir pivoter. L'entrepreneuriat, vraiment, de ce point de vue-là, tu as un cadre, tu as un budget. Maintenant, tu prends les décisions et tu les assumeras si ça ne marche pas. En gros, un entrepreneur avec une S. Quoi ça dit? Si un entrepreneur, c'est un entrepreneur avec une S. Bon, ok. Et une gamelle. On ne peut pas tout savoir. Une gamelle, par contre, t'as la gamelle pour manger et boire. Bah oui, c'est bien, t'as tout ce qu'il faut. Mais c'est un peu. Oui, pourquoi pas, Tiens, c'est à noter. Une autre réaction? Juste une petite chose, peut-être que tout le monde connaît tout le monde, je ne suis pas certain. Connecteur, est-ce que vous auriez la gentillesse quand vous intervenez, juste vous situer en une phrase pour qu'éventuellement, si quelqu'un ne connaît pas tout le monde, il sorte en disant
super, j'ai rencontré des gens très bien. Ça Qui posait des bonnes questions. Qui posait des bonnes questions, il s'appelait Fabien, mais je ne sais pas où il travaille. On a compris qu'il travaillait chez Michelin. Voilà. Là, il est fiché. J'ai une question qui va au-delà de ce que tu as présenté, mais je m'interroge toujours par rapport au territoire. Je lis beaucoup de sondages sur les jeunes et l'entrepreneuriat. Il y en a qui sortent régulièrement. Ah oui, alors Frédéric, le connecteur, Freda, ainsi qu'Ava, enfin entrepreneur. Et donc il y a tous ces sondages qui disent qu'il y a, c'est variable de l'un à l'autre, mais 6 jeunes sur 10 qui se voient dans l'entrepreneuriat. Oui. Et pas autant qu'ils font. Non, il y a pas déjà, autant. ils font, enfin, oui. Se dire, se dire et passer à l'acte, c'est un grand écart, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur une proportion qu'on retrouve sur le territoire ou au sein de cette école? Au niveau national, 3,3%. C'est des chiffres qui sortent de mardi, là, j'étais à la conférence des grandes écoles. 3,3% des étudiants de grandes écoles créent une boîte. Donc, ça, par contre, c'est du réel. Ah, ça c'est du réel. C'est pas Par ceux contre, qui pensent. Par contre, ceux qui pensent, effectivement, il y en a, tu poses la question, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils veulent créer. Enfin, l'idée, aujourd'hui, le métier idéal pour les jeunes, c'est d'être entrepreneur. Mais en fait, on est sur des phases. Peut-être pas pour tout. Hein 33%, il interprétait comment? C'est bien ou c'est passé? Tout de suite, c'est déjà beaucoup parce qu'il y a quelques années, aujourd'hui, si tu veux, ils en parlaient. Il y a ne serait-ce que 7-8 ans dans les grandes écoles, quand tu demandais, et moi je l'ai fait quand je suis arrivé ici, tu demandais aux étudiants, donc moi je suis arrivé il y a 5 ans, demander aux étudiants dans un grand amphi qui c'est qui veut créer une boîte, ben, tu dis mais je comprends pas parce que j'ai lu un truc, il y en a 30 ou 40% à l'époque qui voulaient créer une boîte et là il n'y a personne qui lève la main. Et en fait, ils viennent vers toi après derrière en disant ouais moi aussi ça m'intéresse. Je dis pourquoi tu n'as pas levé la main? Je dis ouais mais parce qu'aujourd'hui non, enfin, c'est pas bien vu d'être entrepreneur. Parce qu'à des époques, la dernière avant la Startup Nation, c'était les Big Five. C'était aller chez Ernst & Young, c'était aller dans les grands groupes de conseil. Avant, c'était dans les grands groupes. Et là, tout de suite, c'est créer sa start-up. Mais il y en a peu. Alors, il y en a beaucoup qui ne passent pas à l'acte tout de suite parce qu'ils se disent on va attendre 4-5 ans que j'ai pu vivre quelque chose au niveau grand groupe ou par rapport à avoir un peu plus d'expérience pour créer. Mais l'entrepreneuriat, et on est à 3,3 et il y en a qui disent que ça va monter à 10%. Après, on va voir. Ce qui est surprenant, quand même, c'est le gap entre le 60% qui auraient envie et 3,3% qui le font. Ça quoi. aussi quelque chose de génération quand même, des tracteurs. Oui. Qui par rapport à enfin, c'est pas une génération, mais il y a quelques années où effectivement le Graal c'était d'aller dans les Big Five. Si, c'est bien passé une génération. Frédéric, désolé, mais. Ça dit aussi autre chose, c'est qu'entre ceux qui ont envie de le faire et ceux qui le font vraiment, ils se rendent compte en passant par ce genre de chemin, que le chemin n'est pas si simple que ça, ils ne sont pas faits forcément pour ça. Mais voilà, très bon ailleurs, mais pas forcément dans ce schéma. Mais il reste encore beaucoup, je pense, en tout cas nous c'est ce qu'on essaie d'enseigner, il y a énormément de mythes concernant l'entrepreneuriat. Moi je suis, aujourd'hui, dans ces logiques très agiles, il y a des catégories de personnes, notamment les développeurs, qui ont des capacités par rapport au numérique à tester plein de choses pour voir si ça marche. Il y en a très très peu des grandes écoles d'ingénieurs, parce qu'ils ont d'ingénieurs informatiques ou développeurs qui ont des activités beaucoup plus rémunérées quand ils partent dans des sociétés. Eux, ils pourraient créer des boîtes. Je pense qu'il y aurait des réservoirs qui sont très très importants. Mais il y a beaucoup de choses en disant que même si on voit, je vous parlais de Gilles Sotla qui a vendu sa boîte 100 millions de $, il y en a qui existent, mais je pense qu'ils sont très loin de s'imaginer ce que c'est de créer, quoi. Et d'essayer d'apporter ces outils-là, ça nous permet aussi d'essayer de décomplexer tout ça. L'avantage de ça, c'est que ça permet à des gens qui idéalisent un petit peu la création de se rendre compte de ce que ça peut représenter. L'avantage aussi, c'est que ça permet à des gens qui ne pensent pas pouvoir créer de dire pourquoi pas. Et ce que je trouve intéressant dans cette démarche-là, mais comme dans l'autre, c'est qu'on situe le produit ou la technicité qu'on peut posséder ou qu'on prend posséder dans un contexte particulier. Et souvent, moi, j'ai eu l'occasion de croiser des gens qui maîtrisaient une technique, qui la possédaient bien, et qui, pour le coup, avaient une vraie incapacité à la tourner vers un produit autre que ce produit-là me plaît, je trouve qu'il est bien, et donc, comme il est bien, il va plaire. Et c'est pas forcément comme ça que ça se passe.
commercial qui parle, mais moi ce que je trouve super intéressant dans ce parcours-là, c'est qu'on parle du client, on parle du besoin du client, de vraiment ses attentes à lui, et on construit autour de lui et avec de l'humain. Et ça, c'est vraiment Mais il y a un gros, je pense aussi au niveau de notre éducation, il y a un gros biais sur, je dirais, l'éducation, on va dire, classique et l'entrepreneuriat. Des premières choses qu'on fait, on essaie, nous, et c'est ce qui plaît beaucoup aussi, et notamment des personnes qui sont bien formatées, c'est on leur apprend à désapprendre. Parce qu'aujourd'hui, centré client, ça veut dire, et surtout en plus, quand je vous parlais des techniciens, moi j'en fais partie, j'ai été formé par la techno, on a toujours envie d'être ultra technologie, de rajouter des couches, de faire le produit parfait, et puis quand on arrive au produit parfait, on dit c'est pas assez bien, on va continuer. Alors qu'on est dans une logique aujourd'hui d'itération, on parle de MVP, de minimum viable product, on est sur des logiques de tester tout de suite un petit truc pour voir si ça fonctionne. Et puis notre éducation, elle nous amène à résoudre des problèmes, elle nous amène jamais à définir les problèmes. Vos gamins, mes gamins, depuis comme ça, on leur dit t'as un problème, résous. Ouais, mais pourquoi? C'est quoi le problème? Enfin, s'ils ne comprennent pas le problème, déjà, ça va être un souci, quoi. Donc de définir les problèmes, c'est une chose. On parle d'effectuation, mais effectuation, effectivement, c'est des façons de penser qui sont complètement différentes. On est dans des logiques très causales, donc en méthode de gestion de projet, alors que l'effectuation, on essaye de faire avec vos ressources, de vous regarder ce qu'on a autour de nous, les ressources qu'on a, et puis on dit, on peut aller là. Au lieu de dire, on vous donne cet objectif, allez vous débrouiller pour aller chercher les ressources. C'est des approches qui sont complètement différentes, et on s'aperçoit, même en ayant créé plusieurs boîtes, on a toujours ces réflexes-là qui reviennent, l'éducation. On va dire, attends, on fait peu parler l'intuition, alors que, imaginez, on ne peut pas faire parler notre intuition, et si vous allez sur un marché nouveau avec un produit nouveau, vous faites comment si il n'y a pas d'intuition au départ? Donc aussi, on revient sur des logiques on parle pas de segmentation de marché, on parle de segmentuition. Parce qu'on est sur des logiques, on dit on va sur des marchés qui n'existent pas, il faut imaginer quoi. Faire marcher l'intuition, et puis après, hypothèse, et puis on va rechercher, on va faire du search par l'expérimentation. Ça, s'il y a bien un truc qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est ça, c'est le search, et c'est la recherche, aller tester, et après on exécute. Mais vraiment cette logique de test tout de suite. C'est vraiment ça qu'on pourrait dire, si je peux permettre. Ah mais vas-y, enchaîne. En fait, de ce point de vue-là, moi j'ai découvert assez récemment, pour avec vous dans l'entrepreneuriat. Moi, je m'intéresse beaucoup aux logiques d'apprentissage. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire une idée en fait, qui a émergé dans la conception de ce parcours, c'est de se dire que l'entrepreneur, c'est un peu un chercheur qui s'ignore. C'est-à-dire un chercheur qui ne sait pas qu'il est chercheur au sens officiel, parce que pour nous, le chercheur, c'est quelqu'un qui bosse au CNRS, ou qui est à l'université, ou un truc comme ça. Et en fait, la démarche qui est là, c'est-à-dire le fait de dire on va essayer de rechercher c'est quoi le problème, plutôt que de tenir un problème pour acquis en cherchant tout de suite la solution, et l'expérimentation, le fait de former aussi des hypothèses, et d'aller les tester, c'est quelque chose qu'on retrouve en recherche. Donc du coup, il y a cette démarche un peu recherche ordinaire chez tout le monde. Quoi. Théorie de l'enquête, la théorie de l'enquête. La dimension enquête aussi, qui est très, très, très présente. Ce que je vous propose, parce que je vois que le grand chef là-bas me fait signe, c'est de poursuivre tout ça avec le petit... Ah pardon, il y avait une dernière question. Excuse-moi, je t'ai Pierre, je suis secrétaire du connecteur. Je m'applique à moi-même ce que j'ai proposé aujourd'hui. J'ai une question à 3 personnes, Manon, Fabrice et Emmanuel. Qu'est-ce qui a été compliqué dans la mise au point de cette cartographie? Avec le recul, quels ont été les écueils? Parce que nous, on le voit fini, c'est cool, c'est déjà fait, c'est prématuré, on a bien appliqué, c'est du Creative Commons, mais qu'est-ce qui est compliqué? Sur quoi vous avez buté? Sur quoi vous avez été difficile dans ce truc-là? Vas-y. Moi, je ne me suis pas présenté, au fait. Je vais me présenter après. Si, dans la vidéo. C'était dans la vidéo. Justement, un point, parce que ça me vient là maintenant, c'est cette notion d'ambidextrie, facile. Ambidextrie au sens où ce qu'on essaie de faire, c'est explorer, c'est se confronter à l'inconnu, etc., à la dimension un peu créative, etc. Et exploiter, c'est-à-dire plutôt les outils tels qu'on les maîtrise, etc. Et on dit, super, on a un concept, c'est l'ambidextrie, donc ça vient de James Marsh, peu importe. Et nous, on s'est dit, on va l'opérationnaliser dans la conception d'un parcours. Voilà. Maintenant, on va le faire.
Et le problème, c'est que là, il y a quand même tout de suite un petit gap entre la simplicité de l'idée. D'ailleurs, je tiens à signaler que c'est Manon qui a travaillé dans son mémoire de fin d'études, que j'ai eu l'honneur avec Fabrice, qui a énormément planché là-dessus et qui justement, on toujours avec l'idée que le but c'est d'opérationnaliser, hein, c'est pas facile à dire, maintenant on peut le faire. Ça c'était un truc qui était assez compliqué. Moi j'ajouterais quelque chose, alors c'est sûr que ça c'est le résultat fini, on pourrait faire une vidéo de tous les prototypes qui ont existé de ce parcours, parce qu'en fait il est en perpétuelle évolution et c'est peut-être ça le plus dur, c'est qu'il ne reste pas figé. Et en fait, il bouge. Alors, ça fait quelques mois qu'il reste quand même bien stable. Mais on essaie toujours de le challenger avec, au quotidien, avec les entrepreneurs qu'on accompagne, mais aussi en faisant des formations, en essayant de demander à tout le monde, mais allez-y, dites-nous ce qui ne va pas. Et je pense que finalement, peut-être que, dans la continuité, le plus dur, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers et de se dire que ça évolue tout le temps et que c'est pas figé, c'est pas fini. Et puis voilà, juste pour rajouter le truc qui est en fait que je vous invite à tous à faire, c'est peut-être compliqué, mais c'est vrai, c'est cette logique, quand vous mettez le client ou l'utilisateur, parce qu'on veut apporter des connaissances finales à l'entrepreneur, en fait c'est Olivier et Gilles qui nous ont beaucoup d'idées, qu'on a beaucoup entendu aussi écouter, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes ou qui nous paraissent peut-être pas du tout évidentes, qu'on a complètement zappé. Et en fait c'était super génial de voir, oui tiens, oui, effectivement, je reviens sur la brique People, et je pense que l'individu, le connecteur, c'est toute une bande de gars super intéressants, de femmes super intéressantes par rapport à ça. Cette brique-là, malgré tout, même si c'était pour nous acquis, mais on ne l'avait même pas mise. Et en fait, c'est en discutant avec eux, on dit, mais ouais, de toute façon, même. Et après, on fait des cours en disant, vous savez, les investisseurs, ce qu'ils disent, il y a trois choses qui comptent, c'est l'équipe, l'équipe et l'équipe. Et en fait, c'est tellement évident, mais on ne l'avait pas mise. Et on l'avait mis, ou alors on dirait, on le met où. Et en fait, on l'a mis au départ et ça prend tout son sens. On le voit parce qu'on le fait, nous, en bas. On le voit aussi parce qu'on le fait faire à l'extérieur. Et c'est ultra enrichissant parce que vous savez comment les gens se comportent. C'est comme un diagnostic, un médical. C'est pas nous, en plus, qui avons le rôle méchant de dire attention, il n'y a pas de mauvais bon profil, mais attention, on sait que tu as du mal à prendre des décisions, donc il faut que tu prennes quelqu'un avec toi très très vite pour être sur une logique de collaboration et quelqu'un qui est capable de prendre des décisions pour avancer plus vite. Waouh, c'est vrai que là, c'est vraiment la plus grosse découverte qu'on n'aurait sans doute pas faite si on n'avait pas justement mis le client au centre en disant, ils nous disent, les gars, n'oubliez pas ça. Et voilà, donc cette problématique, cette importance d'être centré utilisateur dans un premier temps rapide, c'est fabuleux. Ça, on le voit, nous, c'est fabuleux, ça permet de faire des pivots très très vite sur des jeunes projets. Ça évite, je pense, pas mal de soucis à la création, parce que logiquement, si tout se passe bien, ils savent s'il faut créer ou s'il ne faut pas créer. Cette fois-ci, c'était le mot de la fin. Je vous propose qu'on applaudisse l'équipe quand même.